Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale sur France 24 depuis Bamako, la capitale du Mali. Nous sommes ici en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest et pour cette édition spéciale, pendant près d'une heure, nous allons tenter d'aborder l'épineuse question de la crise sahélienne, les défis sécuritaires pour les populations civiles, la question de la gouvernance dans les pays de la région et puis, bien évidemment, le redimensionnement du dispositif de Barkhane, l'opération anti-djihadiste française lancée il y a près de 9 ans et qui est en train de changer ici au moment où l'on parle avec la fermeture de la dernière base du Nord à Tombouctou il y a encore quelques heures ici au Mali. Nous aurons avec nous en plateau des invités, il y aura des reportages tournés par les équipes de France 24 dans la région, des décryptages, des entretiens avec des hommes politiques, des religieux et puis bien sûr aussi des propos recueillis dans les rues de Bamako ici mais aussi à Ouagadougou. Donc à l'avant de lancer cette heure d'édition spéciale, je vous propose en préambule de revenir sur cet engagement français, sur cette guerre contre le djihadisme. C'était il y a près de 9 ans. C'est un reportage commenté et mis en image par Julien Cheïda. C'est un engagement militaire débuté il y a 8 ans. En 2013, François Hollande lance l'opération Serval pour contrer l'avancée de groupes djihadistes au Mali qui menacent Bamako. 1 an plus tard, mission accomplie selon Paris. Mais les forces françaises restent dans la région pour tenter de maintenir un fragile équilibre. C'est l'opération Barkhane. 7 ans plus tard, c'est un bilan en demi-teinte. Malgré des succès militaires, les groupes djihadistes sont toujours présents et ont étendu leur champ d'action aux pays voisins du Mali. Côté français, 5100 soldats doivent surveiller un espace de plusieurs millions de kilomètres carrés. Un statu quo auquel Emmanuel Macron a décidé de mettre fin. À l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de l'EUTM, nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. L'objectif principal de Barkhane était d'aider les forces militaires locales à se structurer pour assurer elles-mêmes la sécurité de la région. Mais cette force conjointe, baptisée G5 Sahel, composée de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, reste fragile. Au printemps dernier, N'Djamena a même divisé par 2 sa contribution après la mort du président Déby. Et au Mali, les 2 coups d'État successifs en 9 mois ont aussi changé la donne. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Dans ce contexte, plutôt qu'un retrait, la France mise sur une transition impliquant des forces spéciales européennes, la Takuba, mais cette dernière tarde à se mettre en place. Paris est aussi confronté au mécontentement des populations locales. Au Mali, plusieurs manifestations ont dénoncé des bavures de l'armée française, accusée d'avoir bombardé par erreur des populations civiles. Ibrahim Maïga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de gouvernance. Vous êtes évidemment connu ici pour vos expertises. Alors, on l'a vu, l'opération française, c'est mission accomplie ou c'est un constat d'échec selon vous ? C'est clairement une mission en demi-teinte. Parce que pour évaluer l'opération Barkhane, je pense qu'il y a au moins 2 éléments importants. Le premier, c'est les objectifs de l'opération. Les objectifs assignés par les autorités françaises à cette opération. Ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est bien entendu de faire reculer l'insécurité, de neutraliser les groupes djihadistes à travers leurs éminents leaders. Le deuxième objectif, c'est d'aider à l'armée malienne, les armées de la région, à se redéployer sur le territoire et surtout à regagner du terrain face à l'insécurité. Et le troisième et dernier objectif de l'opération Barkhane, si on s'en tient aux objectifs énoncés par les autorités françaises, c'est d'aider l'État malien à reconquérir ou à recouvrir l'intégrité de son territoire. Je pense que 7 ans après, 8 ans après, parce que vous l'avez dit, ça fait près de 9 ans que l'opération Barkhane, l'opération française, qui a d'abord commencé par l'opération Serval, est déployée sur le terrain. Il y a eu une première transformation de l'opération Serval vers l'opération Barkhane en 2014, en août 2014. 6-7 ans après, le constat est bien amer.
Et je pense sur quel point? Vous voulez dire que sur la reconquête, sur la sécurisation du pays, c'est ça que vous voulez dire? Sur la sécurisation du pays et surtout sur la protection des populations civiles. Je pense qu'aujourd'hui, le constat est très amer en ce sens qu'il y a des attaques de plus en plus nombreuses, de plus en plus ciblées sur les populations civiles. Et je pense que, bien évidemment, Barkhane, qui était là pour accompagner l'armée malienne, pour accompagner l'État malien, n'a pas accompli totalement sa mission. Alors, la faute n'est pas uniquement celle de Barkhane, il y a aussi une responsabilité nationale, il y a des responsabilités nationales. Il n'y a peut-être pas eu suffisamment de travail sous l'outil de défense pour lui permettre justement de remplir convenablement sa mission et de gagner, de monter surtout en puissance. Mais Ibrahim Maïga, croyez-vous pas aussi que la solution n'est pas essentiellement militaire et que c'est peut-être là l'erreur qui n'incombe pas essentiellement d'ailleurs à l'armée française, mais qui aurait peut-être à réfléchir, il faudrait réfléchir à une autre solution, peut-être sociétale, de développement, plutôt que purement militaire? Absolument, la solution n'est absolument pas militaire. La solution n'est pas militaire. La solution à la crise sahélienne est de différents ordres, de différents types. Je pense qu'il est important, bien entendu, de considérer la réponse militaire. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire en ce sens qu'elle permet aussi, à certains égards, de redéployer l'appareil étatique dans un certain nombre d'espaces. Elle permet de créer les conditions aussi propices au développement, au retour de l'État, des services sociaux de base, mais elle n'est pas suffisante. Je pense que non seulement elle n'est pas suffisante, mais la qualité aussi de la réponse militaire est à reconsidérer. Je pense que pendant très longtemps, on a mis l'accent sur l'élimination de leaders de ces groupes qualifiés de djihadistes. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'opérer un virage stratégique. Et ce virage stratégique doit aller vers une protection plus accrue des populations civiles. On le voit très bien. Aujourd'hui, ceux qui payent le plus lourd tribut dans cet espace, ce sont les populations civiles, en dehors des cibles militaires. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, Ibrahim Maïga, je vous propose de regarder un reportage tourné par Khalid Houssi à Ouagadougou et à Fleur Lespio à Bamako, qui sont en fait des réactions recueillies il y a quelques jours seulement dans les rues des deux capitales sur la présence française, sur l'impact des Français auprès des populations locales. Chaque fois il y a des attaques, ils sont là, ils sont en train de nous soutenir, ils sont en train de nous aider, mais à chaque fois il y a des attaques mutuelles. On ne peut pas comprendre certaines puissances mondiales. La pression qu'on va les mettre, c'est la hiérarchie. Ils n'ont qu'à dire et à leur chef qui est ici qu'on ne veut pas de leur présence et que ça n'a qu'à arriver jusqu'à Macron. Parce que c'est sûr qu'à l'heure, la Macron même sait ce qui se passe ici. Le terrorisme, ça fait 6 ans. Et la France est quelle puissance mondiale en armement? Ils sont quelle? Ok. S'ils sont 5e, ils ne sont pas capables de faire chasser les terroristes, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et à tout moment, ils sont en train de passer avec des convois ici, on ne sait pas ce qui se passe dedans. On n'est pas dans l'action vive, mais on voit des choses sur Internet, des trucs comme ça. La France est ici, la France a fait ça. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est vrai, mais si c'est vrai, ça va à l'encontre des intérêts maliens. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que le Mali est menacé de tous les côtés. L'armée malienne ne pourra pas protéger toute la population malienne. Seuls, ils ne pourront pas le faire. Et la Barkhane est là au Mali, mais à chaque fois, il y a des attaques au nord du Mali. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Je me demande souvent si ce n'est pas un complot ou quoi. Parce que si réellement la Barkhane ici, elle veut coopérer avec le Mali dans le bon sens. Moi, je pense qu'avec les matériels qu'ils ont, je pense que cela trouverait que la guerre dans le nord au Mali a pris fin, quoi. Nous, les étudiants, nous, en tant que Maliens, nous demandons simplement que la guerre au nord soit seulement qu'un cauchemar du passé. Donc, la coopération Russie-Mali ou France-Mali, de toute façon, nous voulons simplement qu'un d'entre eux, ou soit les deux, qu'ils collaborent ou pas. Nous, notre souhait, simplement, c'est que la sécurité au Mali c'est la première des choses. Ibrahim Maïga, on l'a vu,
dans ce sujet. Il y a un peu d'agitation qui est plus ou moins nuancée. C'est difficile d'ailleurs de quantifier ce sentiment anti-politique française et pas anti-français en tout cas, parce qu'ici on ne sent pas du tout ce sentiment anti-français. Emmanuel Macron, le président français, et c'est le coup de théâtre qu'on peut annoncer, puisqu'il y avait une rumeur, mais ce n'est plus un secret, va venir ici même dans quelques jours. C'est une opération de charme, une explication de déminage, de décryptage. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du président français ? Alors, il est clair que la visite du président français n'est pas anodine. Elle intervient dans un contexte particulier où les sujets de discorde entre les autorités maliennes et les autorités françaises ne manquent pas. On parle évidemment du redéploiement de l'opération Barkhane. On parle évidemment de l'organisation des élections qui sont prévues pour fin février au thème de la transition, conformément à la charte qui a été élaborée au tout début de la transition. Mais il y a aussi cette rumeur qui enflamme de jour en jour sur la venue d'une société de sécurité privée. Je pense que tous ces sujets font... Russe, Wagner. Donc il vient peut-être pour le président français, qui va d'ailleurs diriger l'Union européenne. La France va diriger l'Union européenne, mettre un marqueur très précis sur cette ligne rouge qui serait que la Russie envoie les mercenaires sulfureux de Wagner, qui sont déjà à la manœuvre, on le sait, en Ukraine, en Centrafrique voisine, et font l'objet de sanctions européennes depuis quelques jours. C'est un marqueur, c'est ça qu'il vient faire, vous pensez ? Alors il vient mettre l'accent évidemment sur l'action de la France, les attentes de la France vis-à-vis du Mali, les attentes de la France vis-à-vis de ses partenaires de la région. Il vient aussi pour les soldats français qui sont déployés. Pas oublier, Macron est à quelques encablures de l'élection en France, donc il a aussi besoin de cette visite, autant que les autorités maliennes ont bien entendu besoin du partenaire français. Donc je pense qu'il faut l'inscrire dans ce cadre-là. Bien évidemment, les autorités maliennes, elles aussi, ont des appréhensions sur ce redéploiement de l'opération Barkhane, qui met à mal un peu l'outil sécuritaire, l'outil de défense dans le pays. Aujourd'hui, les défis sont nombreux. Il était peut-être opportun, bien entendu, de revisiter la stratégie française, mais en étroite collaboration avec les autorités maliennes. Je pense que c'est aussi la façon dont le redéploiement a été annoncé, la façon dont il a été abordé, qui a pu choquer les autorités maliennes. Oui, puisqu'il arrive dans un contexte effectivement un peu difficile, mais vous ne croyez pas aussi plus généralement que si, à la demande, on l'a vu, d'une certaine partie de la population au Sahel, du retrait de l'engagement militaire français, cela serait cédé pour un autre engagement militaire, celui de Wagner et des Russes. C'est pas un peu contradictoire? C'est pas une solution militaire pour une autre solution militaire, au fond? Alors, il est clair que la solution militaire, comme on l'a rappelé tantôt, elle n'est pas la solution, elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la crise sahélienne. Et je pense qu'il est important justement de limiter la solution militaire à sa plus simple expression. Je crois que la solution militaire, pour qu'elle soit efficace, elle doit être subordonnée à des objectifs politiques, à un projet politique. Aujourd'hui, ce qui manque dans le Sahel et singulièrement au Mali, c'est peut-être cet objectif politique, ce projet politique peut-être sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité. Je pense qu'il est important que les autorités maliennes, et c'est là où il est de la responsabilité aussi des États de la région, de s'affirmer, de mettre de l'avant les intérêts, de mettre de l'avant cet agenda politique qui ne peut être un agenda de l'extérieur. Je crois qu'il est extrêmement important justement d'assujettir ou d'assigner plutôt des missions politiques aussi à ces actions-là, à ces actions militaires, et de subordonner cette action militaire à des objectifs politiques. Je crois qu'une fois qu'on aura défini ce projet politique de l'intérieur et pas de l'extérieur, le reste viendra beaucoup plus facilement. Pour revenir à la société de sécurité privée que vous mentionnez, Wagner, évidemment, ce n'est pas la solution miracle. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelles conditions, quel mandat aura cette force militaire supplémentaire. L'une des raisons de l'échec, justement, ou en tout cas de l'action en demi-teinte de Barkhane et de toutes les opérations étrangères, c'est l'impossibilité ou souvent l'incapacité pour ces forces étrangères d'appréhender la complexité des dynamiques locales. Donc je m'imagine très difficilement de la part de mercenaires russes, de paramilitaires russes, cette compréhension fine des dynamiques locales. Donc on va bien entendu vers un autre échec si jamais l'option Wagner devait être une option à retenir. Ibrahim Maïga, je vous remercie. Alors on va revenir justement sur ce désengagement, quels que soient les éléments de langage, le repositionnement de la stratégie de Barkhane ici au Mali, avec un reportage tourné il y a quelques semaines. C'était à Tessalit, l'avant-poste le plus avancé près de la frontière algérienne, dans le fameux septentrion malien. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Amar Al-Midawi.
Vol tactique aux confins du Sahel, dans l'extrême nord du Mali. C'est l'une des dernières rotations aériennes vers la base française de Tessalit, le poste le plus avancé de l'opération anti-djihadiste Barkhane. 130. Comme on le fait actuellement, on est à 30 mètres du sol pour faire en sorte que l'ennemi, s'il nous voit, le temps qu'il arme son système, soit déjà passé. Donc on est à très basse altitude, très grande vitesse. C'est un jour un peu particulier pour tous les hommes et les femmes présents sur le front sahélien. Pour la première fois depuis le début de l'engagement français en 2013, 3 de leurs bases sont évacuées et transférées aux forces maliennes. Une page se tourne. Ça fait 8 ans de présence sur ce site. C'est aussi des gens qui sont investis avec... on y laisse forcément un petit peu une part de soi, une part de son cœur sur ce site. Et tout militaire, c'est que voilà, on ne peut pas rester insensible, indifférent à ce genre de cérémonie. Donc voilà, oui, il y aura un petit pincement au cœur. On vous transmet le flambeau, à vous de continuer. Et voilà, comme on dit chez nous, bon vent, bonne mer. Je suis heureux. Mes hommes aussi, ils sont là depuis pratiquement 2 à 3 semaines. Le renfort qui est venu a bénéficié d'une formation de qualité de la part de Barkhane pour pouvoir réellement se maintenir sur position et défendre réellement ce camp coûte que coûte. La base de Tessalit, perdue aux limites du septentrion malien et de la frontière algérienne, est le poste le plus exposé de Barkhane. Dans 24 heures, il n'y aura plus un soldat français présent dans cette région, disputée par plusieurs groupes djihadistes. Ici, l'ennemi, comme je vous le dis, il est présent mais invisible. On le sent, on sait qu'il est là, qu'il nous surveille. Et là-dessus, il est vraiment différent de ce que peut trouver la force Barkhane plus au centre. C'est ce qui d'ailleurs explique aussi la réorganisation du dispositif. C'est le crépuscule de l'opération française au Nord Mali. Barkhane et ses alliés sahéliens et européens vont désormais se concentrer sur la zone des 3 frontières où les attaques terroristes ont fait des centaines de morts en seulement quelques mois. Alors on a vu ce début de repositionnement de Barkhane à Tessalit, c'était il y a quelques semaines, et là on vit presque en direct la fin de ce transfert des 3 grandes bases françaises au Mali avec l'évacuation, le transfert aux forces maliennes au FAMA de la base de Tombouctou. C'était hier. Je vous propose à cette occasion un entretien nous avons réalisé avec le général Étienne Dupérou, qui est le représentant de Barkhane au Mali. Alors je pense qu'en fait... les populations sahéliennes, elles sont probablement un petit peu en manque d'informations. Donc c'est aussi à nous d'expliquer. Je pense qu'elles sont vécues comme un changement. Je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement compris. En tout cas, c'est un peu notre devoir de continuer de l'expliquer et puis de continuer à dire que c'est un redéploiement, c'est-à-dire sur le terrain, qui se traduit par un certain nombre de bases qui sont aujourd'hui donc données en compte au FAMA. Mais qu'en parallèle, l'armée française et les contributeurs européens à l'opération Takuba, qui est une composante de l'opération Barkhane, vont continuer d'agir à leur profit, autrement, à partir des bases, notamment de Gao à Niamey, avec des moyens, on appelle les moyens de rassurance, en fait, ou d'appui, si vous voulez, pour être un peu plus clair, des moyens aériens, des moyens médicaux, de l'information, du renseignement. Et donc, en fait, le travail en commun continuera. Boubacar Idera, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes chercheur et analyste. Alors on va se déplacer avec vous vers le centre du Mali si l'on considère que le nord est perdu, si je puis dire, et le centre du Mali qui concentre énormément de tensions aujourd'hui. Parlons avec vous des populations civiles qui, on a bien l'impression, notamment avec les événements récents, de véritables massacres parmi la population civile dans cette zone, qui est vraiment prise entre le marteau et l'enclume. Est-ce que l'expression est galvaudée ?
L'expression convient bien, selon moi, et parce qu'on remarque que les populations civiles sont en réalité les premières victimes dans la crise sécuritaire qui sévit ici au Mali et plus généralement dans le Sahel. Et l'évolution donc de cette crise sécuritaire démontre assez clairement l'incapacité ou l'échec de l'État malien à mettre la protection des civils au cœur de sa gouvernance sécuritaire. Alors, les populations sont prises entre le marteau et l'enclume, oui, parce qu'elles sont la cible des groupes djihadistes, elles sont la cible des groupes d'autodéfense communautaires, elles sont aussi malheureusement la cible des forces armées conventionnelles. D'ailleurs, un rapport publié par la Coalition pour le Sahel et aussi l'ONG ACLED conclut à une conclusion inquiétante, c'est-à-dire que parmi les premiers auteurs des violences contre les civils vient l'armée. Voilà, donc c'est inquiétant. Comment on peut gagner la population si on les massacre aussi en même temps ? C'est très compliqué, et donc du coup, la situation aujourd'hui est que on a un échec total des forces armées dans la sécurisation des populations. On a vu le cas avec l'attaque de Songo il y a une semaine. 30 morts, oui. 30 morts. Et la population s'est empressée de déclarer la désobéissance civile justement à cause de l'absence et ou la lenteur des forces de défense et de sécurité de venir les protéger quand les populations font la demande. Donc voilà un peu. Donc tel est le constat. Maintenant, que faire ? Mais les forces de sécurité elles-mêmes, sans les défendre, Boubacar Aïdara, disent on n'a pas de moyens, on l'a vu assez récemment, plus rien à manger, c'est extrêmement difficile quand on n'a pas d'argent, pas de moyens de défendre la population. Absolument. C'est un paradoxe. Absolument. Donc du coup, ce qui me fait dire que l'État a échoué à mettre la sécurisation des populations au cœur de sa stratégie sécuritaire. Et face à cette absence, on remarque quoi ? On remarque la création de groupes d'autodéfense communautaire qui se mettent en place dans l'objectif de combler le vide sécuritaire créé par l'État. Et c'est là le problème, au lieu qu'elles constituent simplement un élément de contrôle social pour éloigner la violence, elles deviennent un plus gros problème parce que ça aboutit à une communautarisation de la violence. Et donc du coup, elles se créent pour diminuer la violence, mais elles deviennent elles-mêmes productrices de plus de violence. Donc, on a l'impression d'être dans un cercle vicieux et il faut que l'État joue son rôle dans la sécurisation et dans la défense des populations civiles. Alors, à ce propos, justement, je vous propose de regarder un reportage tourné au Burkina Faso et au Mali par Khalid Houssi et Anne-Fleur Lespio, précisément sur l'effet collatéral sur les populations civiles de la guerre contre le djihad. Depuis le 8 août dernier, le silence lourd et monotone dans les rues désormais désertes de Ouatagouna au nord-est du Mali. Ce jeune homme jouait au football lorsqu'une centaine de djihadistes de l'État islamique fit irruption à moto au crépuscule. Moi là, c'est Dieu qui m'a sauvé. J'ai couru pour cacher. J'étais avec mon ami, ils ont tué mon ami. Dès qu'ils sont rentrés dans les villages seulement, ils ont commencé à tuer les gens. Et ils ne te demandent même pas. Quand ils te voient seulement, tu es jeune, ils vont te tuer. Des attaques simultanées dans plusieurs localités alentours ce jour-là. Au total, 38 hommes et 4 enfants sont exécutés sommairement. Depuis, la plupart des commerces sont fermés. L'école et la mairie, incendiées par les djihadistes en 2019, sont laissées à l'abandon. Ici, la présence de l'État n'est plus qu'un lointain souvenir. Les habitants vivent sous la menace permanente de groupes djihadistes dans cette zone dite des 3 frontières, où les civils sont régulièrement pris pour cible. Au Burkina Faso voisin, dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés font irruption dans le village de Solane. D'après les autorités burkinabées, 132 personnes sont tuées. Parmi les miraculés, ce père de famille était présent au moment de l'attaque. Une semaine après, des milliers de personnes manifestent à Dori, capitale de la région du Sahel. Face à la montée de l'insécurité dans leur localité, les populations réclament le retour de la paix et la sécurité dans leur région.
Notre région est en prise donc, de l'insécurité et du terrorisme depuis 2015. Mais nous sentons un laxisme donc, dans les agissements en tout cas de premier Boubacar Aïdara, parlons des groupes terroristes. Quelle est leur stratégie? C'est une stratégie de conquête, d'administration, on l'a vu dans le Nord, ou c'est maintenant la terre brûlée? Alors, je crois qu'ils ont des objectifs diversifiés et moi j'en note deux principaux. Le premier qui consiste à contrôler des territoires pour garantir leurs activités délictuelles. Parmi ces activités, on note le trafic de drogue en tant que participant, en tant que convoyeur ou même en prélevant des frais de passage. Je me rappelle avoir entendu dans un de mes entretiens que lorsque les djihadistes convoient la drogue et qu'ils prennent la marchandise à un point A et le livrent à un point B, la façade leur appartient. La façade ici, c'est le véhicule 4x4. Cela expliquerait donc pourquoi on voit qu'ils sont détenteurs d'autant de véhicules qu'on voit lors des attaques. Ils organisent aussi le trafic de carburant, le trafic de motos, les motos sur lesquelles, avec lesquelles donc, ils se servent pour perpétrer les attaques comme on le voit. Ils participent au contrôle des sites d'orpaillage artisanaux en prélevant des taxes aussi. Donc, d'ailleurs, cela expliquerait pourquoi l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, et le JNIM, le GSIM donc en français, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, se livrent à une bataille rude pour le contrôle de ces territoires-là. Et d'ailleurs, on remarquera que lors de ces différents affrontements, ils se causent mutuellement plus de pertes que les armées nationales ne leur en causent. Donc, premier objectif, contrôler les territoires, garantir l'activité délictuelle. Deuxième objectif principal, c'est une stratégie d'administration locale des territoires. Ça, c'est vrai pour le GSIM, c'est pour le GNIM, bien sûr. Donc, ils s'accaparent des territoires, ils agissent comme l'État. Ils délivrent la justice, ils prélèvent les impôts et ils fournissent même dans certains cas... Ils fonctionnent comme un État, Comme un État, oui. Ils fournissent des services sociaux de base aux populations. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ, l'occupation est souvent contrainte, mais les populations finissent par avoir des sentiments pour leurs bourreaux. C'est-à-dire qu'ils finissent souvent par trouver qu'ils font mieux que l'État ne le faisait, notamment dans les aspects... C'est pas un syndrome de Stockholm, mais... Oui, ça y ressemble fortement. Et donc, du coup, ça fait que des populations se trouvent sous influence, sous l'emprise des groupes djihadistes. Donc, voilà les deux principaux objectifs. Est-ce que vous pensez qu'il faut négocier, puisque c'est un peu sur la table en ce moment, il faut parler à ces groupes djihadistes? Est-ce que c'est pas trop tard quand on écoute ce que vous venez de dire? Il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, compte tenu de ce que je viens de dire et ce que j'avais dit premièrement, l'échec de la solution militaire, le fait que les groupes djihadistes, dans plusieurs cas, les populations collaborent avec des groupes djihadistes, ça fait que aujourd'hui, il ne reste plus que le dialogue comme solution crédible. Parce que quel levier on a pour le dialogue? Parce qu'on va écouter un représentant du Haut Conseil islamique qui est souvent engagé dans les médiations. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans le centre, le nord, comme levier de dialogue? Les groupes djihadistes n'ont pas fermé la porte au dialogue. Il y a des tentatives qui ont déjà été entamées. Et quand je dis groupe djihadiste, je parle du GSIM, bien sûr. Ils ont laissé la porte ouverte à la possibilité de dialogue. Moi, je pense qu'on aurait dû sauter sur l'occasion plutôt que de tergiverser. Parce qu'aujourd'hui, clairement, seul le dialogue avec les groupes djihadistes permet d'atténuer les violences contre les civils. Les forces militaires nationales, les forces militaires étrangères ont échoué à protéger les civils. Mais on sera très loin, très rapidement, on sera très loin de la paix, puisque on sait bien que dans les préconditions du JNIM, c'est le départ des Français. Et du côté français, pour peu qu'il y ait une influence, c'est pas question de parler avec les djihadistes. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Ça va se décider dans le cadre d'un dialogue de négociation. Mais déjà, il faut qu'on accepte d'entamer ces négociations-là. Donc, les partenaires, le Mali et ses partenaires vont
vont faire des concessions, les groupes djihadistes seront obligés aussi de faire des concessions. Mais déjà, il faut accepter l'idée de commencer ces négociations-là, d'autant plus qu'elles sont l'exigence d'une bonne partie des Maliens. Vous allez trouver très peu de Maliens qui seront contre. C'est vraiment voilà, consensus. Consensus, absolument. Donc à ce propos, je vous remercie, Boubacar Aïdara. Nous allons écouter un extrait d'un entretien que nous avons avec Habib Khan, qui est le porte-parole du Haut Conseil islamique du Mali, qui est depuis longtemps et maintenant presque officiellement impliqué justement dans les négociations avec les djihadistes sur la question de la résolution des violences, mais aussi la résolution des questions d'otages. Ce qui nous intéresse au premier niveau, c'est le sort de la population. Les populations sont prises au piège des 3 groupes armés, les FAMA, les Dozo, les groupes dits djihadistes. Donc notre objectif, c'est de libérer la population pour qu'ils puissent vaguer à leurs occupations. Maintenant, les négociations, ça se décidera à un autre niveau. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est beaucoup plus humanitaire. Et cette population paisible, innocente qui est là, qui est en train de payer le plus lourd en pertes humaines, les champs sont brûlés, il n'y a plus de foires, il n'y a plus de marché. Et nous, on intervient pour permettre à cette population de pouvoir être libérée et vaguer à ses occupations. L'idée, c'est quoi? C'est partout où il y a problème, où il y a difficulté, où il y a contentieux, le Haut Conseil intervient pour essayer d'apporter des solutions, de régler le problème. Ça, c'est une initiative propre au Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui, négocier avec les groupes armés est une demande populaire. Les différentes assises qui ont eu lieu dans notre pays ont recommandé qu'il faut discuter, négocier avec ces groupes. Nous sommes certains que les solutions n'ont pas que militaires, administratives ou politiques. Ça fait quand même 8 ans que nous sommes dans cette situation. Il faut négocier, il faut discuter, il faut essayer autre chose. On ne dit pas qu'il faut tout arrêter pour négocier. Maintenant, il faut définir dans quel cadre, qui va faire quoi, ça va se faire où et quand, avec qui. Mais il faut aller vers ça. Retour sur ce plateau de cette édition spéciale Sahel. Je rappelle que nous sommes toujours à Bamako, la capitale du Mali, pour cette édition spéciale dédiée au décryptage de la crise sahélienne. Yacouba Dogoni, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des questions de développement et des questions transfrontalières et vous connaissez particulièrement le sud du Mali. Alors le sud du Mali, l'État est encore présent, est encore à la manœuvre, mais il semble que le conflit soit en train là aussi de se délocaliser. Comment en est-on arrivé là? Très bien, merci beaucoup Cyril, merci à toute l'équipe de France 24 présente ici à Bamako. Alors nous sommes arrivés à ce stade tout simplement parce qu'il y a eu des interventions militaires en 2013 au centre du Mali et ce qui fait que les groupes armés se sont propagés dans la nature et que finalement des attaques sporadiques ont eu lieu dans la région de Sikasso, notamment à Fakola et à Messene en 2015. Et cela faisait partie déjà de l'objectif des groupes armés qui avaient en son temps pour objectif d'étendre le groupe, plutôt l'État islamique au sud du pays. Oui. Et ce qui fait d'ailleurs que les zones frontalières ont été attaquées successivement à Messene puis Fakola. Et au-delà de cela aussi, nous avons constaté qu'avec les déplacements aussi des populations, compte tenu du conflit au centre, alors là, cela a aggravé un peu la situation. Parce que ce sont des déplacés en fait qui arrivent au sud. Oui, les déplacés qui arrivent au sud, vraiment quand ils arrivent, ils ont des problèmes d'intégration sociale, ils ont des problèmes d'insertion socio-professionnelle, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans la nature sans tenir compte également des techniques sécuritaires qui ont été mises en place par les autorités régionales. Et du coup, on a senti une certaine délicatesse de l'appareil sécuritaire au sud du Mali, surtout dans la région de Sikasso, et que l'État a du mal aussi à contrer certains mouvements des groupes terroristes qui sévissent dans la région, notamment dans la partie nord-est de la région de Sikasso, plus précisément à Yorosso, dans la région de Kouchala. Voilà, donc c'est un peu ça. Et jusqu'à présent, nous sentons également des mouvements de ces groupes armés dans certaines localités telles qu'à Niena, jusqu'à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Et surtout aujourd'hui que nous sentons également qu'il y a des conflits transfrontaliers également qui contribuent beaucoup à cette effervescence des groupes armés dans la localité. Mais
Yacouba, si on vous écoute, si le Sud venait à être perdu, le Mali c'est un pays pivot, est-ce que ça veut dire que c'est l'entièreté du Sahel qui serait potentiellement perdue, brièvement? On peut le dire, mais si on s'en tient un peu à ce qui se passe dans le Sahel, on ne va pas dire quand même que c'est le Mali qui sera à la base de tout ce qui va arriver aux autres pays du Sahel. Quand vous regardez par exemple dans chaque pays voisin du Mali, vous trouverez qu'il y a quand même des groupes armés qui sont installés depuis des années, depuis les premières heures des indépendances. Vous prenez le Sénégal par exemple, vous avez la Casamance qui est un problème qui n'est pas encore géré. Mais le Mali c'est le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest quand même. Oui, j'arrive. Vous avez également le nord de la Côte d'Ivoire qui est un problème qui n'est pas encore géré. Vous avez également le Burkina aussi qui est à côté, qui est aussi un problème qui n'est pas géré. Ce qui fait d'ailleurs que la jonction de ces différents groupes armés qui va créer vraiment l'instabilité au niveau du Sahel. Maintenant, le Mali va tomber. Je ne suis pas sûr que ce problème va arriver à l'État parce que les pays voisins n'ont pas intérêt à ce que le Mali arrive à ce stade-là. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des mouvements au niveau du sommet de la CEDEAO maintenant pour essayer vraiment de contrer le problème bien avant l'arrivée de la force Serval. Donc il y a ces problèmes qu'il faut prendre en compte. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que il y a eu aussi des coopérations entre les différentes armées au niveau de la frontière sud, Côte d'Ivoire et le Mali, ce qui fait d'ailleurs que les groupes ont du mal à s'installer définitivement ou même de façon durable dans cette partie du Sahel. Et ça, on va y revenir. Je vous propose, Yacouba Dogoni, de s'arrêter un instant pour aller dans la zone des 3 frontières avec la MINUSMA, c'est la force de maintien de la paix au Mali de l'ONU. C'est un reportage d'Anne-Fleur Lespio dans cette zone très troublée. Dans ce paysage semi-désertique, ces hameaux reculés au cœur de la zone des 3 frontières. Ce matin-là, ces soldats britanniques engagés au sein de la mission de l'ONU s'apprêtent à mener une mission de reconnaissance. Avant le départ, dernier briefing du capitaine Lewis à ses troupes. This area has not had the UN in it for a long time, if ever. So any information that we can get, so we'll go through all the questions, looking for the situation with education, water, food, security. Nous embarquons à bord des véhicules de ces hommes. Des soldats du contingent britannique composé de 250 militaires capables de tenir 3 semaines en parfaite autonomie sur le terrain dans ces zones difficiles d'accès. Ici, plus de traces de l'État depuis des années. Difficile pour les agents de la MINUSMA de se déplacer. Pour la sécurité des populations, nous ne serons pas autorisés à interroger les habitants de ces localités. People here have quite a few struggles, so food being the main one. They don't really have access to good medical care. They have to make their way to the local town to get any sort of treatment, which is also expensive. Security-wise, there is more of an issue than we thought there would be. They live in a state of fear and poverty. Des informations précieuses transmises ensuite aux agents de la MINUSMA. Cet après-midi, les soldats du contingent britannique retournent dans ce village touché par des attaques le mois dernier. We're going to go to the market first, where we'll probably encounter some of the local population. Civilian partners just stay close to the patrol, listen to the commander. Lors de ces patrouilles, les casques bleus sécurisent la population et le travail des agents de la MINUSMA sur le terrain, comme pour cette policière de l'ONU chargée du suivi de l'enquête après les attaques dans cette localité. La situation sécuritaire, elle est très très compliquée. Les gendarmes, ils n'ont pas la possibilité forcément de venir eux-mêmes ici. Donc on est vraiment là en appui finalement. Dans cette zone où opèrent plusieurs groupes djihadistes infiltrés au sein des populations, difficile pour les casques bleus d'identifier la menace, mais quelques kilomètres plus loin, halte au bord d'une rivière, ce lieutenant tient à nous montrer cette moto, celle de combattants armés interceptés par chance par leur unité il y a quelques jours. It was pretty obvious when we came across them that they were not normal people with motorbikes because they ran away. There were lots of blankets draped over the seat like this to make it comfortable to ride for long distances. And basically underneath the blankets here and across the back they'd stored the RPG warheads and also the launcher. Sur ce territoire immense où l'armée malienne peine toujours à faire face aux groupes armés djihadistes et où la France a amorcé le retrait d'une partie de ses troupes, la mission de sécurisation des forces de l'ONU reste périlleuse, 8 ans après leur arrivée au Mali. Yacouba Dogoni, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions transfrontalières. Alors précisément, est-ce que c'est l'extension du djihadisme vers les frontières du Mali, je pense au Sénégal, à la Côte d'Ivoire par exemple, est-ce que c'est le scénario catastrophe ou c'est une probabilité selon vous ?
Bon, pour moi, c'est une probabilité en fait. Parce que là, même si les indicateurs sont présents quand même sur le terrain, on ne peut pas affirmer avec certitude que les groupes auront de la chance à pouvoir étendre leurs projets sur la région du Sud. Compte tenu également de certaines stéréotypes que les gens ont entretenus envers ces groupes-là. Vous comprendrez qu'avec moi, dans la région de Sikasso, les gens sont un peu hostiles à ces attaques menées par les groupes terroristes dans la localité. Et je me rappelle, lorsqu'il y a eu des attaques en 2015, il y a eu certains chefs de famille qui ont pu dénoncer leurs propres enfants qui avaient tenté de rejoindre ces groupes-là. Bon, ce qui veut dire qu'en réalité, si on essaie de voir un peu l'ouverture même de la région de Sikasso, qui est une zone à forte culture, je veux dire d'abord la culture humaine qui est très importante également, et aussi tenir compte également de la production agricole, on peut vraiment dire que les facteurs qui contribuent à ce que les gens aillent ou les gens puissent les rejoindre. Regardez, ces facteurs ne sont pas très fondés ici dans la région de Sikasso. Parce que l'hypothèse fondamentale que les gens ont toujours émise, c'est plutôt l'hypothèse du chômage qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent ces groupes armés. Mais si on prend la région de Sikasso, ça serait très marrant de comprendre effectivement que les gens abandonnent leurs terres pour aller rejoindre ces groupes-là, alors que ces terres sont extrêmement fertiles. Ces terres, même s'il y a les effets du changement climatique sur la production agricole aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même que voilà, l'agriculture aujourd'hui ne nourrit pas son homme dans la région de Sikasso. Ça c'est une hypothèse aujourd'hui à écarter. J'ai même lu un document qui dit que les chômeurs concernent les enfants de moins de 6 ans et les plus âgés de 65 ans. Ce qui est extrêmement marrant dans la région de Sikasso. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, si on essaie de voir également, il y a quand même des prémixes qui sont vraiment présentes et qui peuvent aussi nous informer, peut-être éventuellement, de la future installation des groupes armés. Parce que là, si on prend la région de Sikasso, c'est également une zone aurifère où l'orpaillage est très développé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits autour de ces sites d'orpaillage, notamment dans la zone de Yamfolila, entre la population malienne et guinéenne qui s'affrontent de façon récurrente. Également, vous prenez la zone de Missene également, où il y a des sites d'orpaillage, où la population ivoirienne et malienne s'affrontent également. Et également avec la production aussi de l'anacarde aujourd'hui, là aussi ça constitue vraiment des facteurs qui contribuent beaucoup à l'installation de ces groupes armés. Mais vous pensez qu'une solution militaire dans le Sud est envisageable? Par exemple, que l'opération Barkhane, qui sait, avec un autre nom, se repositionne vers le Sud, que le G5 Sahel se repositionne, ou ça serait une erreur? Ce ne serait pas une erreur, ce serait beaucoup plus, ce serait un surplus militaire. Ça c'est déjà bon, parce que si on essaie de voir en réalité l'effectif de l'armée malienne est carrément insuffisante par rapport aux besoins sécuritaires qui s'expriment sur le terrain. Donc là, avoir une armée de plus ne sera pas un problème, mais de voir également est-ce que cette armée qui va venir pour appuyer l'armée malienne sera en conformité avec les valeurs culturelles, parce que souvent quand on essaie de voir l'évolution de ces groupes armés ou bien même de ces armées sur le terrain, on se rend compte facilement que généralement ces armées ne tiennent pas compte de la sensibilité culturelle. Ouais. Donc là, même s'il doit intervenir, c'est généralement vraiment, il faudra que des cours sur la sensibilité culturelle puissent être enseignés, que les gens puissent comprendre comment approcher la population, comment collaborer avec la population malienne, mais également il faut tenir compte également de l'histoire qui est extrêmement importante entre la France et la région de Sikasso. On vous aura entendu, Yacouba Dogoni, je vous remercie. Et puis, en fait, si la réponse finalement à la question de l'insécurité, de la question des problèmes de gouvernance ne reposait pas fondamentalement sur les Sahéliens, les populations du Sahel elles-mêmes, je vous propose un extrait d'un entretien réalisé par le Journal de l'Afrique dans les studios de France 24 à Paris, c'était il y a quelques jours. C'est Moussa Ag Charatouman qui est le représentant touareg de la CSP dans le Nord. Regardez. Le constat, malheureusement, est très amer parce que nous avons rencontré et nous sommes partis au contact des populations qui sont oubliées et délaissées par tout le monde, des populations qui subissent les méfaits de l'insécurité, des populations qui manquent de tout, y compris de l'essentiel, c'est-à-dire l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous ont en réalité permis de comprendre qu'il y a du travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas
nos responsabilités nous-mêmes en tant que des fils de ce tiroir-là pour protéger nos parents et nos populations. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État et les partenaires internationaux qui le feront à notre place, que ce soit la force Barkhane, les G5 Sahel, la force Takuba, les forces de défense et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, tous ces sigles-là viennent et repartent. Mais le quotidien de ces populations-là que nous avons rencontrées à Lerne, Baintahaka, Jora, Indeliman, la réalité c'est que ce sont des mouvements extrémistes qui sont au quotidien à côté de ces populations-là. Quand ils se réveillent, ce sont ces groupes-là qui sont là, et quand ils s'endorment, ce sont ces groupes-là qui sont là. Contrairement à toute la publicité et la médiatisation qu'on fait sur les opérations internationales, la réalité est très amère. Et le vent est en train de se lever ici à Bamako, sur les rives du fleuve Niger. C'est signe que c'est la place de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest et la jeunesse féminine, puisque nous invitons avec grand plaisir une grande voix du rap malien. Ami Yerebolo, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors vous êtes une artiste engagée, vous défendez le rap, mais aussi et surtout le rap féminin. Expliquez-nous pourquoi. Parce que ça se fait naturellement. Et le rap est venu à moi naturellement. J'ai eu ce talent, donc je me suis dit, vu que j'ai l'ai naturellement, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter un plus à la culture malienne avec ça. Et voilà. Mais la féminité, le féminisme, c'est une cause qui est importante à défendre au Mali, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Les femmes sont sans doute pas assez entendues. Moi, je me dis juste que avoir un talent et avoir une voix, c'est se battre pour des causes nobles, que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. Et donc, me retrouver sur cette place-là, certes, c'est vrai que je suis une femme et c'est rare de voir les femmes qui font du rap chez nous. Mais si moi j'ai ce talent, pourquoi ne pas en profiter et apporter un petit plus à la culture malienne? Aussi, essayer de montrer que la culture n'est pas seulement que traditionnelle. Il peut y avoir aussi ce côté électro-moderne aussi, que nous, la jeunesse, nous pouvons apporter. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes amie une artiste reconnue. Ça a été difficile de percer dans le milieu culturel, dans le milieu de la musique et particulièrement du rap en tant que femme. Oui. Racontez-nous. Franchement, nous sommes dans une société où des gens pensent que le rap, c'est pour les délinquants et les enfants ratés. En plus, quand on voit une femme, et nous savons que dans la société africaine, particulièrement malienne, il y a des codes pour les femmes et nous devons rester dans des cases. Et le fait que moi, j'ai voulu sortir de ça et me dire que j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de parler, et c'est le rap que j'ai choisi pour m'exprimer. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a autant de discrimination que des boycotts, mais bon, moi, je me dis que le plus important, c'est que j'ai fait les choses pour moi. Et je ne rappe pas pour quelqu'un et j'ai pas besoin forcément d'être appréciée par quelqu'un pour faire ce que j'ai à faire. Vu les paroles de vos chansons, vous dénoncez la corruption, le problème de gouvernance, l'impossibilité d'avoir la paix. C'est sûr que vous ne faites pas beaucoup d'amis. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis, mais parfois mieux vaut seul que mal accompagné aussi. Donc ça va. Et pourquoi vous ponctuez vos chansons de ces problèmes sociétaux très importants? Parce que voilà, moi j'ai eu la chance de naître dans un village en Maïna, de connaître certaines choses de la vie humaine. Et quand on vient dans la capitale et qu'on est jeune et qu'on se retrouve dans certaines situations, certes, on grandit très vite, on apprend certaines choses. Et grâce à ces choses-là, on se dit, qu'est-ce que nous on pourra faire pour que la jeunesse qui viendra après nous ne se retrouve pas dans les mêmes difficultés, ne se retrouve pas face aux mêmes problèmes. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, c'est la culture que j'ai choisie comme moyen pour y arriver. On essaie de faire ce qu'on peut avec. La jeunesse n'est pas suffisamment entendue, selon vous? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le choix parce que la population, elle est plus que 70% composée de jeunes. Donc, il est temps qu'on écoute la jeunesse. Il est temps de donner la chance aussi à la jeunesse parce que nous avons des choses à dire, nous avons des choses à faire. Et certes, c'est vrai qu'on n'a pas été très, très persévérants au début. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que la phase que le pays traverse, c'est la jeunesse qui pourra faire et relever le défi. Et quel qu'en soit nous qui sommes dans la culture, d'autres qui sont dans la politique, d'autres qui font autre chose, c'est ensemble et avec les idées collectives qu'on arrivera sûrement à sortir le pays de ce trou-là. Ami Yerebolo, en tant qu'artiste engagé, quelle est votre perception, votre analyse sur ce qu'on a dit au cours de cette émission spéciale, sur les violences qui frappent le Mali, qui frappent le Sahel? Pour vous, c'est une malédiction, c'est intrinsèque à la société ou on peut faire quelque chose? C'est quoi votre avis? Moi, je suis une croyante, donc je ne dirais pas que c'est une malédiction. Je crois à mon pays, je sais que c'est un pays intègre, un pays digne, un pays des grands hommes. Et je sais que c'est un pays qui est passé par plein d'étapes. Et là, nous sommes là certainement aussi dans une phase qui est très
compliqué, mais je sais que le Mali est plus fort que tout ce qu'on pense. Le Mali est plus fort que ce qu'on pense et je sais qu'on arrivera à sortir de là. C'est juste qu'on a encore du mal à s'organiser, on a encore du mal à se donner les mains, on a encore du mal à se faire confiance. Dès qu'on arrivera à franchir ces étapes-là, je suis sûre qu'on construira un Mali qui fera rêver nos petits-enfants demain, Inch'Allah. Écoutez, on espère que votre message va être entendu. Vous allez nous interpréter pour clôturer cette édition spéciale une chanson. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre et nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? C'est Dousoussouma, c'est le 10e titre de mon 3e album qui est sorti le 31 avril. Là. Et ça parle aussi de la spiritualité, du fait qu'il faut se donner les moyens d'y arriver, de ne pas baisser les bras et surtout de croire au Tout-Puissant. Alors avant de vous retrouver, je voulais vous remercier de nous avoir suivis pour cette édition spéciale depuis Bamako au Mali. Nous avons tenté avec nos invités, nos décryptages, de répondre à la question de cette crise sahélienne. Avant de refermer cette édition spéciale avec vous, amis, je voudrais avoir une pensée pour Olivier Dubois, otage français. Pensez à sa famille aussi. Pensez aux familles des dizaines d'otages au Sahel qui sont encore retenus. Merci du côté de la réalisation à Anne-Fleur Lespio, Mathieu Joncheret, Didier Mulot, Ahmed Hassein et Amar Almidaoui, et à Paris, et à la post-production, Fadil Bayat et Sylvie Rothman. Merci encore de nous avoir suivis. Amis, c'est à vous. L'antenne de France 24 vous est offerte. Hey. Ukoni shukora dora dugu jara pourtant shukora do nyana dugu majunyana bideu me kule ka fokulu kile jara pourtant jinya wili go be ka ke ulure nyana na meta amese da alala ode yela banye mako kuma to e dunya te soye dunya na kono kuma nu beye mbe kata me miri me antu joro anyanta to ala maka wasi sangi koro ni peresera ala mai bisara jugu soro ni komi ma fama ala toro tene ami toro Nesegana ite Donny Kenku Donny Kenku Donny Kenku Donny Kenku Donny Kenku Hey Donny Kenku ide lila dusu sumaji Donny Kenku Hey Nama ala tora taka Johnny toro ni alama Johnny dami kama ai ito soro nyengo ya jugu ya bese ngoni ya inteno sora nyini washila ola dondola ini sago soro fala adobe bala obela utu dado nyogo ngakungola sigi daula nyana jeke yoro ula somani murude be wele nyogo ngakula shite shife shite shikatanya fe shite shika hara fe ube nyogo ne nyoko nyoko koke nyoko bushi nyoko nyini ani galomba amako jiko mai ale nende kadi sino duso koni mai na la koka be komi kentera famu okai wani emi ke bishini bo sarinya oita Donny Kenku Donny Kenku Donny Kenku jara vite Donny Kenku Donny Kenku Donny Kenku ideli la duso sumaji Donny Nyala doba chela kaula bloki minti kana munyi bolo doju fala udabe joide la kaswa doba bella cheka kunanga be fo piano fuite bola ne bonya bi bonya anga sigi ke kana nga kunu na chinya kumadele ne mine kara fek mani kote ai chinyete ni kumbe de fe dans la galonten kanu. Merci beaucoup. Yara yara.